Je vous donnerai d'abord, avant de commencer, un mini peu de contexte sur nos deux conférenciers. D'abord, ce n'est pas uniquement des conférenciers, c'est deux personnes qui sont devenues des amis parce qu'on travaille ensemble dans le cadre d'un projet de recherche international depuis maintenant 3-4 ans. Vous avez donc à votre gauche Sandro qui est avec nous. Et Sandro est donc professeur à l'Université de Genève au département de sociologie. La plupart de ses recherches, c'est autour des problématiques de la société civile et puis les acteurs institutionnels. Il a travaillé sur le corporatisme, sur la représentation de la société civile dans les systèmes politiques avec une analyse comparative. Il a beaucoup travaillé aussi au niveau du terrain sur le contexte urbain et sur les systèmes de provision de santé dans les institutions publiques. Il est donc professeur en sociologie. Il est aussi directeur de l'Institut de recherche sociologique, le IRS, depuis 2015. Et il a été professeur dans une dizaine d'universités un peu partout dans le monde. Je ne vais pas citer ses nombreuses publications parce que moi-même, je n'arrive pas à tenir à jour dans cette liste. Mais je vais citer, par contre, une publication qui est sortie récemment et qui a été, si je suis capable de le trouver, qui a été en fait une collaboration entre Sandro et Fiorenza, notre deuxième conférencière. Est-ce que je suis capable d'aller partager pour montrer le livre? Il s'appelle COVID-19, le regard des sciences sociales. Ça peut vous étonner que ce livre est déjà sorti. C'est une collection fantastique de textes et de différents points de vue en sciences sociales sur le phénomène de cette plus récente pandémie, le COVID-19. C'est édité donc principalement par Fiorenza Gamba qui est avec nous, leurs collègues Marco Nardoni, Tony Ricciardi et puis Sandro Catassin qui est avec nous aussi. Et donc le livre, si je ne me trompe pas, il est disponible en accès libre. Vous allez me confirmer ça visuellement. OK, parfait. Et on va vous envoyer aussi donc, ce lien et la possibilité de télécharger, je pense, le texte si ça vous intéresse. Donc, je vous présente en même temps Fiorenza Gamba qui est aussi avec nous. Fiorenza est chercheuse à l'Institut aussi à l'IRS, à l'Université de Genève, mais je pense qu'elle est en visite. Elle est en visite de son université d'attache, si je ne me trompe pas. Et donc, elle travaille sur plusieurs thèmes, notamment les mobilités dans les villes, la mort en contexte numérique et les vies en contexte numérique. Donc, c'est un champ très intéressant et très varié de recherche. Ce que j'aime beaucoup de cette équipe Fiorenza et Sandro, c'est une équipe mixte parce qu'il s'agit de deux personnes qui ont étudié en philosophie, mais dont un sociologue, Sandro, et une anthropologue, Fiorenza. Alors, parfois, ça fait une très bonne combinaison. Dans leur cas, je pense que oui. Dans le cadre des travaux que nous avons faits ensemble, c'est un projet de recherche sur la mobilité puis sur les politiques d'intégration à l'échelle internationale. C'est 3 universités qui travaillent ensemble. Donc, l'Université de Genève, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Montréal. Et donc, dans le cadre de ce grand projet, nous nous sommes vus à plusieurs reprises pour travailler sur des panels, des colloques, des publications. Et aujourd'hui, j'ai demandé donc à Sandro et Fiorenza de nous parler de notre tout dernier projet, qui est un projet autour de l'idée de l'inclusion dans l'espace urbain. Et surtout, plus spécifiquement, autour de cette idée de faire la documentation et la promotion de ce qu'on appelle les rituels d'inclusion territoriale. Donc, les moments, les événements, les activités ritualisées, vraiment dans le sens anthropologique du terme,
qui permettent de faire la promotion d'un sentiment d'appartenance ou des pratiques inclusives à l'échelle locale. Je fais un résumé très, très court et pas juste du grand projet, mais pour moi, c'est vraiment un honneur de vous avoir, vous deux, avec nous pour l'avant-dernière séance de ce séminaire de l'école d'été. Et donc, ce qu'on a proposé, je pense que Sandro et Fiorenza, vous allez chacun présenter un aspect de ce projet sur les rituels d'inclusion. Et après la pause, on va pouvoir revenir et discuter de la grille d'analyse que nous avons développée dans le cadre du livre. Donc, je suis content que vous êtes avec nous. Et puis, je profite de toute cette séance-là pour faire la promotion de notre publication à nous trois, qui va en principe sortir avant la fin de l'année, si tout va bien. Merci d'être avec nous. Je vous donne la parole. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Et bonjour Bob, merci de cette invitation. C'est un grand plaisir pour nous d'être ici. Un peu bizarre parce que on aurait préféré être ensemble vraiment et pas avec ce décalage que c'est un peu bizarre. Moi, généralement, j'ai du mal à parler, à faire quelque chose à 19 heures. Mais je pense que vous aussi, hein, là, c'est 13 heures. Et c'est peut-être encore pire. Donc, merci à tout le monde d'être dans cette situation un petit peu bizarre. On essaie d'être léger, d'être pas trop lourd. Bonjour. Il y a un drôle d'écho, je ne sais pas si... Tu sais, Bob, c'est l'appartement magique, là. Et donc, on est à 1,5 m de distance. Et donc... Oui, je ne vous ai pas dit, mais parfois, on fait des réunions Zoom, nous trois, et ça donne l'impression que Sandro et Fiorenza sont dans des endroits différents, mais ils se trouvent magiquement. Et donc, en Suisse, imaginez que c'est permis par les règles de distanciation sociale. N'ayez pas peur, ça va bien en Suisse. Quand même. Oui, bien sûr, il n'y en a plus des règles. En ce moment, on est libre, on peut faire ce qu'on veut et c'est magnifique. Hier, l'après-midi, après une petite réunion, on est allé prendre un verre avec des étudiants. On a eu du mal à trouver une place parce que c'était bourré des gens qui fêtaient la liberté. Donc, c'est déjà comme ça. On commence à avoir les mêmes problèmes ici. On commence à avoir les mêmes problèmes. Ce n'est pas aussi pire que la Floride, mais ça commence. Donc, est-ce que ça va pour le son maintenant, Sandro? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. C'est OK, c'est bien? C'est bien. Alors, on va faire ça comme ça et je vais essayer de parler un peu plus fort parce que je parle sur le micro de l'ordinateur de Fiorenza, en fait. C'est proche, encore que ça. Non, 1,5 m quand même. Ça gère pas. Donc, bienvenue, merci pour ces jolis mots qui me rappellent que j'ai travaillé beaucoup dans ma vie et fait trop peu de vacances. Et du coup, on va vous raconter aujourd'hui dans cette journée très très chaude à Genève. Et je ne sais pas comment ça c'est chez vous, mais nous, c'est la première grande chaleur. Et donc, du coup, on dégouille un peu. C'est pas très rigolo à voir, mais on va vous parler. On va vous parler. Toi, tu as besoin de... Non, c'est la chaleur. Et mon ordi, ils me disent, écoute, il fait trop chaud et donc tu dois faire quelque chose. Nous, on est aussi en canicule ici. Vous avez l'avantage additionnel d'avoir des motifs de léopard sur le visage. Donc, vous êtes vraiment dans le jungle, je pense, de Genève. Donc, je vais au plus vite dans le thème qui est en fait un livre qu'on est en train de finir. En fait, il est fini il y a une demi-heure. J'ai fait les recommandations
que je vais présenter en live aujourd'hui, la première fois mondialement, même Bob ne les a pas entendus, de cette œuvre qui s'appelle quelque chose comme Rituel d'inclusion urbaine. Créer la ville, c'est le titre. Qu'est-ce qui crée la ville? Et ça, c'est tout un programme, évidemment, déjà par ce type de titre. Je vais faire une petite introduction sur le contexte de ce livre et ensuite on va faire un peu un moment plus lourd. C'est toujours quand Fiorenza parle, ça devient très dense, donc dans 15 minutes, vous devez être hyper en forme. Mais là, au début, c'est un peu plus léger. Donc, qu'est-ce qu'il y a, oui, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme idée derrière ce livre? Il y a l'idée et une expérience de beaucoup d'années de travail sur les politiques d'intégration, comme on les appelle. C'est des politiques d'intégration que j'ai pu côtoyer comme évaluateur, comme analyste, mais aussi pendant quelques années, quand je dirigeais le Forum suisse pour l'étude de l'immigration, comme chercheur très près de la politique, en fait. Et chaque fois qu'on parle de cette affaire d'intégration, c'était comme en politique et dans la pratique, mais aussi dans la recherche, c'était comme avoir trouvé le Graal. Donc, il ne faut plus assimiler ces étrangers, mais il faut les intégrer. Or, le terme semblait être plus neutre, plus ouvert, mais quand on regardait un peu qu'est-ce qu'il y avait derrière ces politiques d'intégration, on découvrait très vite qu'il s'agissait de beaucoup de flou en terminologique, de beaucoup de flou aussi du point de vue de ce qu'on s'attendait en fait avec ce migrant qui arrive dans un lieu, ces étrangers qui se placent dans un endroit. Et on réalisait relativement vite que la terminologie assimilation, intégration avait peut-être changé, mais le contenu était toujours si bizarre comme avant, c'est-à-dire on partait du point de vue que quelqu'un prend une identité d'un lieu, des comportements des gens qui vivent là, et ensuite on a résolu le problème parce qu'il est comme nous. Donc une logique d'asymétrie extrêmement forte dans ces premières politiques. Ensuite, essayer de comprendre s'il y a une évolution dans ces politiques, dans nos recherches, mais aussi essayer de comprendre s'il y a des effets de cette manière de faire politique, notamment au niveau local et au niveau urbain. Et on a vite découvert une très belle histoire, en fait, que les migrants qui profitaient, j'utilise explicitement ce terme, de ces politiques d'intégration, étaient très conscients que c'était un truc qu'on pouvait aller prendre et qu'il fallait faire pour ensuite pouvoir faire d'autres choses. Donc, une attitude très instrumentale. Pendant que de l'autre côté, il y avait des attitudes généralement très paternalistes. C'est-à-dire, on va aider ce pauvre migrant à devenir un citoyen, à apprendre à faire des choses. D'ailleurs, en Suisse, je ne sais pas comment c'est à Montréal, il y avait une focalisation sur les déchets. Il y avait cette idée dans la tête de ces gens qui voulaient intégrer des étrangers qu'ils devaient apprendre à trier les déchets. Alors, j'ai jamais compris cette fixation sur le déchet, mais ça a amené à des très jolis et bizarres projets où on apprenait à trier des déchets quand on allait faire du pique-nique dans les Alpes et faire des petits feux dans les Alpes et cuire ces wursts suisses. Quelque chose qui était proposé comme initiative d'intégration du club alpin. Alors, le petit problème, c'est interdit de faire des feux dans les Alpes. Donc, c'était déjà un premier pas bizarre. Beaucoup de ces amis étrangers qui étaient prévus de participer à ces événements étaient des musulmans qui ne mangeaient pas de la viande typique de cervella, de ces wursts qu'on mange en Suisse. Donc tout était foiré, tout était bizarre. Et c'était un exemple un peu extrême, mais on voit bien dans cet exemple paternaliste qu'on a l'impression qu'ils ne savent rien, qu'ils doivent apprendre qu'est-ce que signifie vivre dans un pays qui a voilà, ses défauts et ses forces, sans aucun doute, mais dans une logique d'adaptation. C'est devenu encore plus pire, si vous voulez, quand on regardait un peu l'idée de ces éléments de contenu qu'il y avait derrière la politique d'intégration. Une chose, c'est apprendre la langue, et ça c'est très bien, et ça c'est utile, et je pense que c'est la définition principale d'américanisation, c'est apprendre la langue anglaise, mais puis c'est fini. Mais ce qu'il y avait derrière, évidemment, c'était aussi ces styles de vie. Et ça, c'était quelque chose de très intéressant parce que du coup, la Suisse est un pays qui est très peu défini du point de vue identitaire.
se sentir suisse, être suisse, chercher ce que signifie être suisse, c'est quelque chose de quasiment impossible. Le premier qui a essayé de faire ça, je t'en ai parlé hier, je pense, Oui. c'était Luc Boltanski. Il avait reçu un mandat d'identifier ce qui était l'identité suisse en 1961. Il a mis 6 ans pour faire son livre, donc il a juste tardé de 3 ans sur ce qu'on lui avait demandé, mais c'est sorti ce livre, un des premiers livres de Luc Boltanski, avec le titre « Le bonheur d'être suisse », qui conclut avec une phrase qui est encore très importante aujourd'hui, l'identité suisse n'existe pas. Donc, du coup, si on dit à quelqu'un qu'il doit devenir suisse, qu'est-ce qui est le référentiel de devenir suisse? On peut très vite déduire cette image à ce qui est le contexte urbain, qui est un peu comme ce que je viens de raconter. C'est un contexte où il y a beaucoup de gens qui viennent de beaucoup de lieux différents, qui ont beaucoup de styles de vie différents. Donc, s'intégrer en adoptant des styles de vie qui sont là, c'est relativement difficile, pour ne pas dire une erreur, parce que la ville vit en fait des différences qui font cette ville et pas de ce qui serait une uniformité. Je suis allé beaucoup plus loin dans ces critiques à la politique d'intégration parce que j'ai vite vu que c'était un lieu où on engageait des autochtones pour s'occuper des migrants. Il y avait très peu de diversité d'origine parmi les gens qui travaillaient dans le domaine de l'intégration. Et j'ai aussi très vite réalisé que plus on investissait dans cette politique, donc sur les dernières 30 ans, on est passé de budget de 6 millions, donc 6 millions de dollars plus ou moins pour un petit pays comme la Suisse, à plus de 100 millions pour intégrer ces étrangers. Et ce qui est intéressant, que ça crée d'un côté une industrie, beaucoup de gens qui travaillent dans ce secteur, et de l'autre côté, et ça c'est peut-être vraiment le drame de la situation, de l'autre côté, il y a eu une augmentation d'actes de discrimination, de racisme et des préjugés. Donc, quelque part, je ne suis pas quelqu'un qui dit c'est certainement relié, plus on veut intégrer, plus le racisme augmente, mais certainement ça a été repris par la droite, pas seulement en Suisse, plein d'endroits en Europe, dans un argumentaire qui disait on donne de l'argent à ces gens-là pendant que nous avons des difficultés à vivre, nous avons des difficultés financières. Cet argument de mettre de l'argent là-dedans donc, a été utilisé pour alimenter des politiques populistes et des politiques de droite. Et en même temps, les gens qui étaient soumis à ces politiques d'intégration racontaient des histoires de sentiments de paternalisme, de traitement non respectueux des origines, d'attitudes arrogantes de ces gens qui voulaient les intégrer. Pour moi, en 2 mots, et pour finir sur cette idée de ce livre, cette politique d'intégration a été une faillite totale, une erreur même. Du coup, je me suis dit, avant la politique d'intégration, on s'est dit, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on faisait avec ces étrangers? Au Moyen-Âge, comment ça se passait? Comment ça se passait au 19e siècle? Comment ça se passait dans l'histoire? Et on découvre une géante et longue histoire dans laquelle on peut dire, OK, il n'y avait pas de politique d'intégration. Mais les gens, quelque part, se débrouillaient quand même. Il y avait beaucoup de concepts de hôtes dans le Moyen-Âge, il y avait beaucoup de concepts d'échange de gens qui avaient du savoir-faire, donc des high skills qui circulaient de ville en ville. Il y avait des luttes pour avoir des gens dans ces villes. Pensons à Leonardo da Vinci, tout le monde voulait l'avoir à sa cour. Donc, tout un monde, quelque part, où on ne se posait pas la question comment intégrer Leonardo da Vinci. Il vient et puis on le laisse faire, on lui donne toute l'or qu'on a parce qu'il sait très bien peindre. Quelque part, ceci nous indique que les moments clés de l'histoire, quand les villes étaient florissantes, quand il y avait des dynamiques d'innovation fortes, on était dans des situations, évidemment sans politique d'intégration, mais d'inclusion des différences quotidiennes, normales. La ville était attractive pour le monde entier. Je pourrais aussi citer la vieille Rome, une ville d'1 million il y a 2000 ans,
qui avait comme objet d'intégrer tout le monde. Carrément, la seule chose qu'on devait dire pour arriver à Rome et être toléré, ok, il y avait des esclaves, hein, non plus, mais c'était d'accepter les lois de Rome. Donc, une citoyenneté de type républicain qui était la base pour entrer dans un jeu. C'était le problème des catholiques qui n'acceptaient pas les lois et qui n'acceptaient pas de dire qu'on est citoyen de Rome. Ceci dit, croissance, innovation et différence ne sont pas liées à des politiques précises à l'égard des étrangers, mais juste à la mobilité internationale. Deuxième élément, je pense très important, non seulement ils ne sont pas liés à des politiques, mais ils sont carrément vus dans une littérature très ample comme élément caractéristique d'une ville vivante, d'une ville qui a des idées, d'une ville qui est attractive, d'être très différent dans sa composition. Toute une partie d'études ont été faites sur les villes qui se sont mises contre les étrangers. Notamment dans l'Allemagne de l'Est, on parlait de ces shrinking cities. On les a aussi aux États-Unis, des villes anciennement industrielles, mais où personne plus y va. Une ville où personne plus y va signifie une ville qui est en train de mourir par définition, mais c'est aussi une ville qui perd une capacité forte, c'est-à-dire celle de la différence. Alors en Allemagne, ces shrinking cities avaient une caractéristique particulière. En Allemagne de l'Est ancienne, aujourd'hui évidemment l'Allemagne normale, la Bundesrepublik, eh bien, ils ont une caractéristique très, très spécifique. Ces villes étaient tous allées vers le populisme et l'extrême droite et se déclaraient zones sans étrangers. Les étrangers étaient discriminés, il y avait des actes violents à l'égard des étrangers et du coup, il y avait une homogénéité de la population et voilà, les villes n'avaient plus de capacité d'innover, plus de capacité de changer, des villes qui étaient condamnées, qui sont condamnées à la mort. Donc, migration, mobilité, inclusion, ouverture sont tous des éléments qui font partie de la ville qui veut prospérer et qui veut être innovant. C'est Hartmut Reuselmann, donc qui utilise pour la première fois un terme pour caractériser les villes qui ne font pas des villes, qui font pas de la politique d'intégration, mais qui font juste villes. Il les appelait des machines d'intégration. Nous, on utilise plutôt le terme d'inclusion parce que, voilà, vous avez compris, ce n'est pas très précis le terme intégration. Des machines d'inclusion qui montrent en fait, et ça c'est l'hypothèse qui après a été reprise dans des autres études sur Vienne, notamment une et sur Berne, une autre, et que nous essayons aussi de montrer, que les villes, quelque part, sont capables à faire que les gens soient inclus sans faire rien, qu'il y a donc quelque chose comme une force de l'urbanité. C'est Fiorenza en parlera plus tard un peu plus en détail. Mais ça, c'est l'intuition. Ça, c'est l'intuition. Peut-être si on fait rien, ça va mieux que si on fait quelque chose. Mais néanmoins, évidemment, et ça c'est aussi nos expériences d'entretien avec des personnes mobiles, des migrants, si vous voulez, le migrant vient avec des attitudes très instrumentales dans ce lieu. C'est-à-dire, je vais pas dans une autre, je reste chez moi si je n'ai pas un motif d'y aller là. Et donc, ces villes qui attirent des gens et qui sont, si vous voulez, victimes de leur succès d'être forts grâce à leur capacité d'attirer des gens, sont aussi des villes qui attirent beaucoup de gens qui ont une attitude extrêmement instrumentale à l'égard de la ville. C'est-à-dire relativement peu de civisme, on vient là pour travailler, relativement peu d'engagement dans la ville parce qu'on ne sait pas combien de temps qu'on reste. Alors c'est ça le moment où je me dis, oh, est-ce que c'est là où les politiques d'intégration doivent jouer? Non, ça ne marche pas, c'est moche, ça fait mal. C'est peut-être quelque chose d'autre qu'on devrait créer pour faire que cette mobilité, qui est la caractéristique principale de la continuelle transformation de la ville, que cette mobilité n'amène pas à une ville des indifférences, donc pas la ville de Simmel, mais une ville des engagements civiques, des engagements à la ville civilisée, où on respecte l'autre et on est content si on traite cette ville bien. Et ça, l'idée qui est venue, vous entendez tout de suite le terme faire partie, connaître, s'engager, signifie entrer dans une communauté, entrer dans une logique de faire partie de quelque chose. Et là, le pas est très près à l'idée du rituel. Et du rituel comme un élément qui permet d'inclure quelqu'un dans quelque chose d'autre, de le transformer, de le faire devenir quelque chose. Donc, selon le type de rituel, ça peut fortement changer. Et le rituel a quelque chose de très spécifique et aussi très intéressant.
C'est un élément en fait qui permet, dans le moment rituel, de créer des symétries entre des situations asymétriques auparavant. Le carnaval est très clair dans cet égard. Le roi libère les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a pas, on ne voit pas derrière la masque le riche, le pauvre. Tout le monde fait en fait l'acte de mettre en cause le pouvoir, ceci pour le restabiliser après, mais ça c'est un détail. Donc on voit dans le rituel aussi quelque chose qui met en doute l'élément de insider-outsider, de celui qui vient d'arriver qui compte rien, celui qui est là qui compte beaucoup, parce que dans le rituel, on est tous, toutes, dans un même événement de transformation collective. On a essayé donc de comprendre un peu plus ce moment clé, donc qui fait de la machine d'inclusion une machine d'inclusion consciente, une machine d'inclusion qui crée de l'appartenance. Et c'est là que j'ai eu besoin, évidemment, de Fiorenza Gamba, qui est beaucoup plus forte dans la compréhension de ces choses. Moi, je suis une pauvre sociologue et elle est anthropologue. Alors, j'aimerais te passer la parole juste pour aller dans la direction de nous dire un peu qu'est-ce que c'est ces analyses des rituels et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces rituels d'aujourd'hui. Merci, Sandro. Sur la qualification, les pauvres sociologues, l'anthropologue, j'aurais quelque chose à dire, mais ce n'est pas le cas en ce moment. Donc, je voulais seulement ajouter une petite chose. L'un des mots-clés de notre travail et de notre recherche aussi, c'est justement la mobilité. Et c'est là un aspect qui nous a poussé vraiment à nous engager sur cette thématique parce que c'était évident que la mobilité donnait une nouvelle dynamique par rapport à l'inclusion. Donc, et même par rapport aux politiques d'intégration qui sont généralement pensées, au moins à l'origine de cette préoccupation, comme des outils pour définir une situation qui est permanente. Pendant qu'avec la mobilité, l'inclusion, l'intégration sont des situations temporaires, très floues, si vous voulez. Et donc là, c'était vraiment important d'essayer d'intégrer cet aspect dans la réflexion. Pourquoi les rituels sont utiles pour le faire? Moi, je suis partie d'un champ tout à fait différent. Comme j'ai travaillé pendant des années, beaucoup, beaucoup d'années, sur les rituels des commémorations en ligne. Donc, un sujet totalement différent. Mais l'aspect intéressant d'après moi, c'était qu'il y avait un monde tout à fait, à l'époque, pas trop connu, où les dynamiques des échanges et des partages étaient totalement différentes par rapport aux dynamiques qui normalement sont en place dans des situations, des commémorations, des funérailles, etc. Alors, j'ai essayé de retrouver cette spécificité dans l'observation des rituels dans les villes. L'aspect qui m'intéressait le plus, c'était vraiment un espèce de passage entre les rituels traditionnels, comme on l'a appris depuis notre formation initiale, et c'est-à-dire les rituels entendus comme rite de passage, comme on l'a appris en étudiant à Genève, donc des passages dans la vie des individus très marquants, très importants, qui permet à l'individu de passer justement dans une phase à une autre à travers trois, pour simplifier, hein, ce n'est pas la peine ici de reprendre la leçon, mais à travers trois passages qui, à la fin, remettent l'individu à l'intérieur de la société et avec un nouveau rôle. Donc, cet aspect, c'est un aspect qui
ne marche pas plus trop bien parce que, évidemment, les moments de passage existent, ils sont très importants, mais ils ne sont plus les passages que va Genève analyser dans son travail. L'observation, c'est que les passages se sont multipliés parce que la modernité a changé la vie des individus. La postmodernité, si vous me permettez d'utiliser ces mots, ce n'est pas très important qu'il soit postmodernité. On peut utiliser des synonymes, mais c'est seulement pour nous comprendre. Encore plus à bouleverser cette linéarité des étapes. Et donc, on a plein de raisons pour penser à des passages dans notre vie, des appartenances différentes. Et là aussi, la mobilité apporte encore une complication, parce que les passages sont multipliés en raison aussi de notre mobilité. On se déplace tout le temps, on change des villes, des professions, des ménages, des décors. Et donc, si le contexte a changé, donc il n'y a plus une linéarité presque pareille pour tout le monde, l'exigence de donner un sens à tous ces passages, elle, demeurait pareille. Donc, alors, comment on peut faire avec? Comment les rituels se sont transformés? Là encore, l'anthropologie nous offre des aides parce que c'était déjà Turner qui avait compris à la fin des années 70 que quelque chose allait changer dans les rituels. Surtout en ce qui concerne, pour reprendre Van Gennep, la phase de liminalité, la phase centrale, où l'individu, le sujet, est dans une situation, oui, d'isolation par rapport à la société, à la communauté, mais aussi des fragilités et, je voudrais ajouter, des richesses. Alors, à partir de cette observation très intéressante et qui est devenue très, très connue et très utilisée, on a vraiment eu l'opportunité de penser différemment et de voir différemment les rituels. C'est-à-dire que les rituels ont transformé leur aspect formel et pas seulement formel, parce qu'ils se sont éloignés du côté institutionnel, ils sont sortis de cette participation très figée, pas totalement, mais dans la pratique, oui. Ils se sont personnalisés dans le sens que chacun participe avec sa propre personnalité, sa propre envie, son propre niveau d'intérêt et de compréhension. Et aussi, ces rituels sont devenus des moments vraiment d'expression pour les participants. À partir de là, on a pensé que c'était peut-être intéressant de voir comment cet élément important pouvait nous aider pour vraiment repérer cette force que les rituels présentent de favoriser l'inclusion. Et quand je parle d'inclusion, si vous préférez d'intégration, je pense vraiment à une nouvelle dimension. Ce n'est pas une inclusion définitive, mais c'est une inclusion dans un moment particulier qui peut donner des effets dans la vie sociale et civile et c'est là un aspect sur lequel on a beaucoup travaillé, on a beaucoup échangé avec Sandro et avec Bob aussi. Bien sûr, elle produit une inclusion sociale et communautaire, mais aussi c'est une inclusion qui est liée surtout au lieu. Et là, c'est la dimension du territoire qui émerge. Parce que
on a tout appris que dans les rituels traditionnels, le lieu était un aspect du contexte très important. Il y avait des lieux, comment dire, consacrés à la ritualisation. Maintenant, ce qu'on a observé, que n'importe quel lieu peut acquérir un sens particulier et devenir un lieu de ritualisation. Et l'aspect intéressant, c'est que le sentiment d'appartenance est tout d'abord un sentiment d'appartenance à un lieu, un contexte où il prend place un événement, et après, exactement, suivent des appartenances à la communauté, aux autres personnes. Donc là, c'était le point vraiment pour nous important pour commencer à travailler, à analyser les rituels et à les mettre en relation avec la mobilité et les besoins et pas seulement la nécessité d'intégration dans une ville. Donc pour nous, c'était évident et important, c'était un point capital de aller observer vraiment comment les rituels marchent dans une ville et dans les territoires de la ville. Je pense que c'est ça notre point d'analyse qui nous a beaucoup donné de travail parce que ce n'était pas tout à fait facile. On a dû vraiment élaborer une analyse comme Bob, c'est très bien, mais c'est trop aussi compliqué. Mais le résultat, je pense, est assez intéressant. Et je te donne aussi la parole. Merci. Donc, concrètement, on a approfondi sans vraiment faire beaucoup d'empirie 8 cas parce qu'on les connaissait, parce qu'on les suivait, parce qu'ils étaient en lien avec nos vies. Qui était à Genève, à Turin et à Montréal. J'aimerais très vite, vraiment, pas vous présenter les cas, mais juste vous faire un petit aperçu de quelle était la logique de ces cas et comment on les a choisis. Donc, on a travaillé avec une logique de chercher les différences en termes d'institutionnalisation, en termes d'âge, en termes de tradition ou non-tradition, donc plutôt des nouveaux rituels ou des anciens rituels. On est arrivé à cette liste qui nous a permis de travailler ensuite sur des typologies et des logiques en fait de rituels. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé de près? Bob, après, tu pourras nous aider si je dis des choses bizarres sur ce qu'on a regardé à Montréal. Mais à Genève, on a regardé 3 événements qui sont un historique, la fête de l'escalade, un plus récent qui a 150 années et quand même assez traditionnel déjà, les fêtes de Genève, et puis un événement qui était une one-shot qui n'a donc eu lieu qu'une fois, qui était la saga des géants. Alors, ce qui est intéressant de ces 3 éléments, de ces 3 rituels urbains qui ont une visée territoriale, qu'ils avaient tous une caractéristique très précise qui n'était pas vraiment très, très prometteur pour la force du rituel. L'escalade se fait chaque année. C'est à décembre que ça se fait, c'est un gros événement, c'est vraiment la fête de Genève. Mais Genève, aujourd'hui, c'est une ville qui a un territoire sur 2 côtés d'une frontière nationale. Donc, la moitié de Genève est en France. On parle pour ça du Grand Genève. Donc, si ce rituel d'inclusion de l'escalade s'adressait à toute la population, en effet, il s'adressait qu'aux Genevois qui habitaient du côté de la frontière suisse. Pourquoi ? Parce que l'escalade, c'est la fête des Genevois protestants qui ont réussi à débeller l'attaque des Savoyards catholiques. Alors, en fin de compte, en fait, qu'il y a une frontière. Et donc, ce n'est pas du tout, évidemment, quelque chose comme récit qui peut avoir un effet d'inclusion territoriale, mais c'est plutôt au contraire. Chaque année, on rappelle les Savoyards, ceux qui habitent en France, de l'autre côté de la frontière, qui font pas partie de Genève, que Genève, c'est l'autre Genève. On a essayé de faire plein de choses pour ouvrir, on fait une course,
On fait des manifestations de tout type autour de l'escalade. On fait aussi, ça c'est intéressant, on chante une chanson. On avait essayé de changer le texte de la chanson qui parlait mal des Savoyards pour parler de quelque chose de commun entre les Savoyards et les Genevois, qui était le chocolat. D'ailleurs, plutôt savoyard que genevois, le chocolat, si on regarde historiquement. Ceci dit, ça n'a pas marché. Donc, du coup, c'est quelque chose qui a beaucoup d'éléments intéressants, beaucoup d'émotions, beaucoup de participation. On peut tout de suite être là à la fête de l'escalade parce que les écoles participent, mais en même temps, c'est une division qui est faite aussi. Donc, bon rituel, mais avec une erreur majeure, c'est-à-dire il est exclusif de la moitié de la population de Genève. Ensuite, regardez les fêtes de Genève qui ont une belle histoire. En fait, dans une analyse un peu plus approfondie qu'il n'y a pas dans les livres, mais qu'on a fait, qu'on va publier, on voit très bien que l'historique des fêtes de Genève était les fêtes des fleurs. Et ça, c'était organisé de manière que de tous les villages autour de la ville, on arrivait avec des chariots, on se retrouvait dans la ville de Genève et on fêtait les fleurs. C'est une fête très intéressante, très genevois, mais voilà, pas très touristique parce qu'on ne comprenait pas ces villages, ces différences, etc. Et elle a été transformée après la Deuxième Guerre mondiale, donc de fête de fleurs à fête de Genève, qui est devenue en fait un moment pour le tourisme, en principe le tourisme qui vient de l'Arabie saoudite, mais aussi d'autres pays arabes que pendant quelques semaines se trouvent à Genève pour fêter les fêtes de Genève et pour participer à cet événement. En même temps, c'est un peu une fête revanche de l'agglomération. Donc le Grand Genève réapparaît avec beaucoup de vandalisme de jeunes qui viennent faire la fête à Genève durant la fête de Genève et se comportent comme le Genevois, mais évidemment ne peut jamais le supporter. Beaucoup de Genevois quittent Genève durant les fêtes de Genève. Donc, on a là un exemple d'une commercialisation avec tous les effets pervers que ça peut avoir, une difficulté d'identification qui va avec. Troisième élément, troisième fête, c'était la saga des géants. C'est des origines de Nantes où il y a des géants, des poupées géants qui circulent dans la ville et qui font un événement que Genève a tiré quand ça a eu lieu à presque 305 000 personnes. Donc, une grosse moment de toute la ville. Et ce qui était intéressant, et c'est pour ça qu'on l'a inséré dans notre affaire, c'est que durant cette fête, durant cette saga des géants, on a inventé une histoire de Genève. Donc on a commencé un récit qui était complètement inventé, mais dans lequel tout le monde se pouvait retrouver. Donc on voyait la force d'un récit inventé quelque part pour une identification avec Genève, même si le récit n'était pas réel dans ce qu'il était, de comment il était transmis. Donc, trois moments intéressants, mais tous les trois avaient un problème. Quand on parle de la saga, le problème était que c'était qu'une fois. On ne l'a pas répété toutes les années. C'était aussi un peu top-down driven parce qu'il y avait beaucoup de volontaires, c'est vrai, mais c'était un événement plutôt artistique avec le récit qui n'était pas participatif comme il était formulé, mais était juste inventé par des artistes. À Turin, on a regardé deux événements qui étaient choisis pour des caractéristiques de nouveau très différentes. C'était la baignade dans les fontaines et la fête de Saint-Jean. La baignade dans les fontaines, c'est chaque fois la fin des études du lycée. On était une fête qui est née spontanément, donc absolument pas organisée, où on allait se baigner dans les beaucoup de fontaines de Turin. D'abord dans la fontaine principale, puis ça s'est étendu dans la ville. Alors ce qui était intéressant de ceci était que c'était anarchique. C'était interdit de faire la bain dans les fontaines, c'est interdit de le faire. Et c'était des jeunes qui faisaient vraiment un peu leur plaisir d'être passés d'un stade étudiant à un stade après étudiant à l'université au travail, selon les situations. Donc, une très belle fête spontanée dans le bas, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, elle était sans récit, mais très inclusif, donc on ne discutait pas de qui tu es, quelles sont tes origines, mais tous les lycéens, tous ces jeunes pouvaient participer, égal de quelle origine ils étaient, et on fêtait ensemble qu'on est de Turin.
et qu'on a fini nos études à Turin. Donc, un moment très fort émotionnellement parlant, très transformatrice, avec tous les éléments rituels évidemment dedans, du passage d'une phase à une autre, donc aussi de changement identitaire en termes de personnes. Nous avons beaucoup aimé dans ce cas que les autorités, même s'ils ont mis un peu de temps, ont commencé à avoir un régime de tolérance. Donc la police n'intervient pas, on tolère, il y a des discussions sur quelle fontaine, à quelle heure, comment faire pour que rien arrive, il y a des ambulances qui sont prêtes dans le cas d'un problème. Donc du coup, c'est une fête tolérée qui a beaucoup d'effets sur la ville et est aujourd'hui discuté comme un des événements importants de la ville durant l'année, donc chaque année rythmée. La deuxième, c'est la fête de Saint-Jean, c'est le patron de Turin. Très bel moment pour la ville. Il y avait des feux d'artifice, je vous explique tout de suite pourquoi, des feux d'artifice. Il y avait une histoire derrière, où le territoire derrière Turin entre dans le centre. Donc un moment très, très fort, aussi symbolique du territoire qui est présent, mais avec beaucoup de problèmes liés au lieu, à trop de gens, où est-ce qu'on les met, des transformations de la place. Donc on a commencé à transformer, peut-être trop radicalement, des éléments du rituel qui doit actuellement se réinventer encore. Donc il est passé par un moment de crise. Et là aussi, on a vu très bien que le rituel est important, oui, de le maintenir et de le transformer, mais qu'il y a une certaine lenteur qu'il nécessite. Il faut suivre le discours et le récit qui changent. Pour ce qui concerne Montréal, 3 rituels, les tam-tams du Mont-Royal. Vous faites partie de l'histoire, que c'était Bob qui voulait absolument qu'il soit dedans. Maintenant, il sort comme une grosse erreur. Non, pas du tout. On apprend aussi quelque chose de celui-là. Et la gala des nouveau-nés, que si je peux le dire pour le groupe, mais qui sort de plus en plus en fait comme le rituel exemplaire. Ils font tout juste, on a l'impression, dans le gala des nouveau-nés, donc on aime beaucoup. Avec le petit défaut, je commence par celui-là, le gala des nouveau-nés, qui concerne un quartier. Donc, on devrait avoir partout des galas des nouveau-nés, les relier, faire quelque chose qui crée la ville. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que c'est très participatif, très bottom-up. Il y a les autorités très légitimes, avec un passage rituel, l'enfant qui devient le symbole aussi d'un rituel, mais il y a les familles derrière. Tout le quartier y participe. Donc, très beau moment, une très belle illustration de ce qu'on entend comme création d'appartenance par des rituels. Vous faites partie de l'histoire, je trouve très intellectuelle comme histoire, et évidemment, ça s'adresse que à des jeunes avec des origines étrangères qui arrivent, qui sont des migrants, qui arrivent à Montréal et qu'on veut quelque part expliquer, très pédago, qu'ils font partie de Montréal. Donc, il y a un peu une prise en main de choses, il y a des éléments intéressants qu'il y a dedans, mais dans l'ensemble, ça reste quand même encore une affaire institutionnelle bien pensée, mais très exclusive d'une grande partie de la ville parce qu'on reste entre soi, entre migrants et enfants de migrants. Dernier rituel, on aime beaucoup les tam-tams du Mont-Royal, spontané aussi, beaucoup d'éléments spontanés, une histoire vraiment qui permet de raconter plein de récits, donc tout le monde peut mettre son récit, il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sait qui l'a créé ce tam-tam, et ça c'est bien. On voit aussi dans ces tam-tams un discours cosmopolite qui fait qu'en fait on vend Montréal par les tam-tams comme une ville ouverte à tout le monde, c'est très positif évidemment comme élément de ce rituel. Il y a aussi un discours quelque part d'un Marco Martinello dirait d'un cosmopolitisme ancré, c'est-à-dire on vit cosmopolite à Montréal sans vraiment devoir le manifester. Si on va là, on le montre qu'on l'est, et on est donc une ville qui se voit comme promotrice de ce monde. Alors, vous connaissez tous les Montréalais ou les Canadiens qui sont entre nous, c'est tam-tam de Montréal et les photos qu'il y a ça. Okay, c'est pas un lieu pour tout le monde, hein, c'est quand même, il y a un peu de drogue, beaucoup de drogue, j'imagine, il y a beaucoup de bruit, donc c'est quelque chose qui a sorti une partie de la ville importante, et je pense pour nous c'est aussi un signe qu'il y a beaucoup de stratification de ville. Donc
qu'on ne peut pas s'imaginer un demain avec un rituel pour tout le monde, mais il faut s'imaginer qu'il faut avoir beaucoup de rituels de type non discriminatoire, inclusif et territorialisé comme élément. Donc voilà quelques insights sur nos 8 études de cas et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, c'est Fiorenza qui va vous raconter. Merci Sandro. Je pose seulement la question à Bob, si on est dans les temps, si je dois m'arrêter et répondre. Oui, merci pour la question, Fiorenza. En principe, il reste quoi? Peut-être, s'il reste 10 ou 15 minutes, peut-être qu'on pourrait faire la pause maintenant et puis continuer après la pause. Est-ce que ça vous va? Oui, pour moi, c'est bien. Tu sais que pour moi, les pauses sont très importantes et donc c'est pour ça que je pose la question. Donc, pour moi, ça... Moi aussi, ouais, c'est ça, il faut remplir les verres. Nous aussi, on a pris l'habitude un peu d'arrêter vers 14 heures, donc ça serait, pour nous, ça serait un timing parfait. Et puis, on se donne quoi, une quinzaine de minutes comme pause. Alors, après, donc, il nous reste à parler un peu de ce qu'on peut retenir de ces différents cas. On peut aussi rentrer un peu plus dans les cas si vous voulez. Et je pense que vous allez présenter aussi le modèle, donc la grille d'analyse qu'on a créé pour comparer les différents cas dans les 3 villes. Oui, plus que présenter la grille, parce que je me rends compte que pour nous, c'est très difficile de synthétiser le travail fait parce qu'on a envie de tout dire, mais on ne fait pas comme ça. Donc, je pense de présenter les 6 éléments qu'on a définis de manière plutôt générale. Et après, les suggestions ou ce qu'on peut retenir et appliquer à d'autres recherches. Et éventuellement, si on a le temps, on peut rentrer par exemple sur quelques aspects des cas qu'on a étudiés parce qu'il y a des aspects intéressants à expliquer. Si pour toi c'est bien, je pensais de faire comme ça. Et ça après, toutes les questions. Après, une discussion jusqu'à 15 heures, ce serait parfait. OK.